Bonjour. Merci de prendre du temps pour répondre aux questions de Jeanne Lachasse. Et merci à vous pour votre invitation. Et puis en plus, nous le faisons dans le cadre ô combien agréable du Club de la chasse et de la nature. Donc, j'espère que cet entretien se déroulera sous de bons auspices. Ça devrait être le cas. J'insiste encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir et de vous poser quelques questions à propos d'un sujet qui nous est cher, la chasse, la ruralité, une conception française de la ruralité. Je crois que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur aussi. Et nous allons pouvoir en parler un petit peu et surtout vous écouter à ce sujet-là. La chasse, aujourd'hui, fait l'objet de débats parfois virulents dans la société française. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans. Je me demande un petit peu ce qui a changé dans la société française et pour que ce débat existe dans un premier temps et qu'il soit aussi virulent et parfois aussi violent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé aussi, monsieur le député? Bien sûr. Ma première réponse serait celle du prof que j'ai été pendant plusieurs années. J'ai enseigné la philosophie comme professeur de lycée pendant plus de 10 ans. Et j'ai toujours été frappé de voir qu'aujourd'hui, le cours qui est le plus difficile avec les élèves, ça n'est pas le cours sur la politique qui a pu susciter les passions autrefois, ça n'est pas le cours sur la religion. Non, celui qui suscite le plus de polémiques, c'est le cours sur le langage, et notamment l'explication des textes, des grands textes de l'histoire de la philosophie qui font une distinction entre l'homme et l'animal en montrant que l'homme est le seul être qui possède un langage au sens culturel de ce terme. Les animaux communiquent entre eux et le monde animal est un monde fascinant et un monde prodigieux. Il y a une communication animale que tous les chasseurs connaissent, que tous les chasseurs devinent d'ailleurs, parce qu'en réalité, le monde animal nous est encore en grande partie inconnu et mystérieux. Les animaux communiquent évidemment entre eux, mais ils n'ont pas de langage, ils n'écrivent pas des dictionnaires pour faire correspondre des sons de manière arbitraire à des significations. Et quand vous dites ça à des élèves aujourd'hui, eh bien vous voyez la profondeur de l'incompréhension qui s'est installée. L'idée qu'il puisse y avoir une différence entre l'homme et l'animal est une idée qui n'a plus rien d'une évidence. Et si on y regarde bien, on verra que ça correspond à un mouvement d'idées très profond. Je pense qu'il y a deux causes majeures. Première cause, c'est ce mouvement d'idées qui s'est installé depuis déjà plusieurs décennies dans le monde académique, dans le monde universitaire, et de là, dans le monde intellectuel, culturel, médiatique au sens large, que l'on appelle l'antispécisme, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, et que cette différence supposée est en réalité une construction qui sert à justifier l'oppression de l'animal par l'homme. Et on le voit finalement, encore une fois, dans la culture commune, ce mouvement, on le voit se développer aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, je crois que pour qu'on arrive là, pour que ce débat commence, vous le disiez, il n'existait pas il y a encore quelques décennies, quelques années, eh bien, il a fallu que se produise aussi ce basculement dont on n'a probablement pas assez mesuré les effets. Dans une société, c'est une transformation inédite à l'échelle de notre histoire, c'est l'urbanisation. Le fait que nous sommes devenus massivement citadins, je m'inclus dans le lot, j'ai eu la chance de grandir aussi à travers mes attaches familiales dans des territoires ruraux, à proximité de fermes, à proximité de forêts, à proximité d'étangs, de la mer, de chasseurs, de pêcheurs. Mais c'est vrai qu'on a, pour une immense majorité d'entre nous aujourd'hui, une expérience urbaine du monde qui nous entoure, et que finalement nous n'avons jamais autant parlé de la nature, mais nous ne l'avons jamais aussi peu fréquentée. Même la nature que nous vivons dans les villes est une nature artificielle, une nature domestiquée, une nature cultivée. La réalité de la nature, la réalité de la confrontation avec des milieux naturels plus ou moins hostiles, la réalité de cette relation de l'homme avec le vivant qui l'entoure, le vivant végétal, mais aussi bien sûr le vivant animal, la réalité du règne animal, qui est faite précisément de ce mystère du lien entre la vie et la mort, car tout vivant, d'une certaine manière, vide de ce qu'il détruit. En consommant, nous alimentons notre vie parce que nous détruisons. Cette réalité de la vie, eh bien, au fond, elle est finalement devenue très, très lointaine pour beaucoup de nos contemporains. Voilà, une déconnexion énorme des citadins que nous sommes devenus, une déconnexion du monde réel, du monde de
de la nature réelle et pas de la nature fantasmée, pas du monde de Bambi. Voilà. Mais cette déconnexion importante, qui est une fracture, comme vous le disiez, probablement sans précédent, est utilisée par les opposants à la chasse et à une certaine conception de la ruralité pour pouvoir dérouler une certaine forme de propagande opposée à la chasse, mais aussi à d'autres activités rurales comme l'élevage. L'élevage fait aussi partie des cibles d'un certain nombre d'opposants et de personnes qui veulent transformer en profondeur et de manière irréversible notre société. Voilà, quels seraient selon vous les moyens de combattre cette désinformation, parce qu'il s'agit de désinformation, la nature n'est pas celle de Bambi. Comment peut-on faire? Le problème est qu'actuellement dans nos écoles, bien qu'ils ne soient pas agréés au titre de l'éducation nationale, certaines associations comme L214, pour la nommer, arrivent à pénétrer au sein de nos écoles. Et le ministre de l'Éducation actuel, M. Blanquer, a répété et a fait partir une circulaire à la direction du rectorat pour dire que non, L214 n'était pas agréé, mais cela continue quand même. Comment peut-on faire pour essayer de faire en sorte que ces idées ne viennent pas, je dirais, polluer le cerveau de nos enfants? Il y a plusieurs questions dans votre question, si je peux me permettre. Le premier sujet, c'est évidemment de combattre la désinformation, et en particulier un sujet majeur, c'est de sanctuariser l'école. L'école n'est pas un lieu de travail idéologique sur les enfants, et on n'a pas le droit, au nom de l'idéologie qu'on défend, même quand on la défend avec sincérité, on n'a pas le droit d'instrumentaliser l'école, qui doit rester un lieu absolument à l'écart des controverses de notre temps. C'est vraiment fondamental. Et donc je pense qu'il faut lutter pour cela, et vous avez rappelé cette circulaire qui est importante, de la même manière que nous devons attendre de tous ceux qui ont la charge, le service public de la transmission, aussi le service public de la médiation, je pense en particulier au service public des médias. Nous avons le devoir d'exiger de tous les médias publics que nous finançons comme citoyens, qu'ils aient sur ces questions-là un regard impartial. Et je crois que c'est fondamental. On voit bien à quel point aujourd'hui, sur des chaînes du service public, il y a des émissions qui ressemblent plus à des croisades qu'à un travail d'information. Encore une fois, je ne nie pas le droit de chaque citoyen de défendre ses idées, mais qu'on n'utilise pas des médias publics pour faire avancer un agenda idéologique. Il s'agit de se montrer d'autant plus scrupuleux qu'à travers la redevance, c'est nous qui finançons, encore une fois, c'est tous les Français qui financent ces médias. Donc, lorsque vous évoquez ceci, je pense immédiatement aux émissions de Hugo Clément. Mais pas seulement, je pense à une autre émission qui a été diffusée sur le service public, et vous parliez d'élevage qui est rentré de manière clandestine dans des fermes pour aller espionner des agriculteurs dans leur travail, des éleveurs. Ça n'a absolument que peu de rapport avec la déontologie journalistique d'abord, et puis deuxièmement, je crois qu'on doit rappeler que c'est quand même la moindre des choses. Ces journalistes font leur travail avec le produit de l'impôt des éleveurs qu'ils viennent ensuite espionner de manière illégale. Il y a quelque chose de fou dans une situation comme celle-ci. Donc oui à l'information, évidemment, avec exigence, mais encore une fois, non à l'idéologie et à l'instrumentalisation idéologique de lieux qui sont communs, et je pense en particulier à l'école et à ces médias du service public. Après, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut maintenant mener le débat sur le fond. Et de fait, c'est un débat essentiel. La grande question qui nous attend, qui est, me semble-t-il, la plus grande question politique du XXIe siècle. Et la chasse n'est qu'un aspect de cette question, mais c'est un aspect révélateur. La grande question qui est devant nous, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que la vie? Et quel regard portons-nous sur la vie? Et comment voulons-nous la regarder, la préserver et la défendre? Il me semble que la tentation qui s'exprime à travers ces courants, c'est une tentation finalement de déni de la vie. On nous parle de défendre l'animal, mais en réalité, quelle intelligence de l'animal ont des gens qui refusent de voir que la mort fait partie de la vie, et que nous sommes précisément des vivants liés les uns aux autres
par cette expérience magnifique et tragique à la fois, qui est celle, précisément, de trouver le chemin de la vie, y compris à travers la mort. Il faut le dire, ce que je dis peut paraître assez brutal. Vous disiez, la vie, c'est pas Bambi. Mais ça ne retire rien à l'émerveillement que nous avons pour la réalité de la nature. La réalité de la nature, au fond, elle est faite aussi de cela. Et en fait, on a maintenant deux options devant nous. Soit on nie la vie, et finalement, en allant au bout de cette logique, eh bien, on finira de la faire disparaître. Finalement, ce que nous proposent ceux qui voudraient tuer la chasse, mais aussi demain tuer, vous le disiez, l'élevage, tuer la pêche, parce que je le vois, je suis en commission de la pêche, entre autres au Parlement européen, et là encore, il y a une volonté très méthodique, très déterminée de mettre fin à toute action de pêche de la part de certaines associations, de certaines organisations. Lorsqu'on aura été au bout de ce processus, eh bien, qu'est-ce que nous ferons? Nous mangerons, comme on nous propose de le voter dès maintenant au Parlement européen, nous mangerons des steaks artificiels faits avec des processus chimiques pour reconstituer les protéines dont nous avons besoin pour vivre. Donc la question c'est, est-ce que nous voulons accepter la vie, la réalité de la vie, y compris avec ce qu'elle implique précisément de finitude, d'expérience de la finitude, ou bien est-ce que nous cherchons à nier la vie jusqu'à vivre dans un monde d'artifice, dans un monde totalement artificiel? C'est une très très grande question parce que la science, la technologie aujourd'hui nous offre la possibilité précisément de peut-être le rêve fantasmé de reconstruire un univers dont la réalité de la vie serait exclue. Et je pense qu'en fait, en réalité, à travers la question de la chasse, c'est ce débat qui est en jeu, parce que la chasse n'est que la pointe avancée, comme d'autres activités. Je pense à la corrida par exemple. Aujourd'hui, on attaque la corrida, on attaque la chasse, mais demain, vous le disiez, on s'attaquera à l'élevage, on s'attaquera donc à toute la relation de l'être humain avec les vivants qui l'entourent. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est voulons-nous choisir cette logique-là? Pour ma part, je la combattrai toujours. Ou bien voulons-nous, au contraire, accepter la vie, aimer la vie? Et aimer la vie, ça suppose de l'aimer telle qu'elle est et non pas telle qu'on la rêve. Avec sa finitude, comme vous le disiez aussi. Et d'ailleurs, tout est lié, et vous avez fait le lien vous-même, en disant que ce qui nous attendait, si cette logique, ou si ce mouvement devait aller à son terme, c'est le steak chimique. Il se trouve que voilà, des associations qui luttent contre l'élevage, contre la chasse, sont financées par des fondations, en général américaines, qui œuvrent aussi pour cette arrivée d'une alimentation synthétique, chimique, et en particulier de l'arrêt de la viande d'élevage pour une viande synthétique. Et d'ailleurs, effectivement, ce que vous dites est très important, pardon, parce que je place le débat, à mon avis, là où il est, c'est-à-dire sur un plan philosophique, sur le plan des idées, mais la vérité, c'est que derrière ces idées, derrière les idéologies que nous avons face à nous, se trouvent des intérêts gigantesques, des intérêts évidents dans toutes les attaques qui sont portées aujourd'hui, notamment par exemple contre l'agriculture française ou contre la pêche française. Il y a évidemment des acteurs, et notamment des acteurs industriels, qui voient des marges gigantesques en perspective pour pouvoir demain vendre ce que nous ne serons plus capables de produire de notre alimentation. Tout à fait. Ayant tué l'élevage français, nous serons obligés de nous retourner vers ces aliments de synthèse qui nous seront fournis par des gens qui ont préalablement financé ceux qui ont attaqué l'élevage. Et déjà aujourd'hui même, je veux dire par là que, par exemple dans le secteur de la pêche, encore une fois je travaille maintenant depuis 2 ans et demi au Parlement européen, il y a là aussi des organisations extrêmement actives, extrêmement influentes, qui n'hésitent pas à pratiquer d'ailleurs des méthodes de communication très agressives à l'égard des élus qui osent défendre les pêcheurs, mais ces associations refusent de communiquer sur leur financement. Beaucoup d'entre elles, qui exigent pourtant la transparence à tout bout de champ, sont incapables de publier leurs comptes et de dire qui les finance. Et quand on lève un point du voile, on voit que vous avez tout simplement des concurrents extra-européens qui financent des activités associatives dans le but de pouvoir vendre aux Européens ce qu'ils ne produisent plus eux-mêmes. Notre conversation s'inscrit dans un moment assez grave pour notre pays parce que pour la première fois, nous sommes en train de vivre une situation dans laquelle la France a une balance commerciale déficitaire sur le plan alimentaire. C'est extrêmement grave. C'est la première fois depuis dans l'histoire moderne de la France que nous importons plus de produits alimentaires que nous en exportons. Alors que la France est évidemment un
pays béni des dieux, par ses terroirs, par son climat, un pays dans lequel la production alimentaire, la production agricole a toujours été non seulement très importante, mais même le grenier, le réservoir des pays qui l'entouraient. Donc on se trouve dans une situation où la fragilisation de notre agriculture, de notre élevage, de la pêche, finit par porter ses fruits et nous rend dépendants du reste du monde. Je crois qu'il faut être lucide sur les enjeux très importants qui se jouent. Vous disiez un combat qui est plus que écologique, il est politique, il est financier, c'est un combat aussi de souveraineté. S'opposer à ces idées-là permet aussi de conserver notre souveraineté importante, une souveraineté alimentaire. Mais pour en venir à la chasse, puisque c'est quand même la raison de notre entrevue, il s'agit aussi, les attaques contre la chasse sont des attaques pour certaines personnes simplement causées par le syndrome de Bambi, j'en ai déjà parlé au début de notre entretien, mais aussi pour d'autres. Il ne s'agit pas d'un combat écologique, on va dire, mais d'un combat politique. C'est un combat de civilisation. La chasse, chasser aujourd'hui, j'ai coutume de le dire, consciemment ou inconsciemment, chasser aujourd'hui est politique. Car c'est s'opposer à une certaine forme d'uniformisation et d'urbanisation complète de l'individu, en tout cas de déracinement. Chasser aujourd'hui, c'est s'enraciner dans un terroir, dans une région, c'est accepter, c'est prendre en compte un héritage et un patrimoine pour pouvoir le transmettre ensuite. D'ailleurs, la transmission est un problème pour nos opposants, c'est entre autres pour ceux-là qui veulent interdire la chasse le week-end et les mercredis. David Cormand, un ancien responsable des Verts, l'a bien dit, ce n'est pas pour protéger les promeneurs, c'est pour interdire la transmission. Donc, on est dans l'opposition à la chasse, et plus qu'un combat, je dirais, Bambi ou écologique. La chasse est au contraire extrêmement écologique, mais ça, leur faire comprendre est difficile, mais c'est un combat idéologique et presque un combat de civilisation. Cet enracinement, cette prise en compte d'un patrimoine et d'un héritage, c'est quelque chose qui, au contraire, devrait parler à chacun. Comment se fait-il et que ces courants de pensée semblent plaire autant, et en tout cas avoir autant d'écho? D'abord, je pense que vous avez raison de le dire, la chasse est le lieu d'un combat de civilisation, mais il faut le regarder de manière complète. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, nous avons aussi une relation à l'animal à réinventer et à repenser. Nous sommes aussi les héritiers directs d'une civilisation industrielle qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a considéré l'animal quasiment comme un matériau à travailler. Et le chasseur, de ce point de vue-là, a quelque chose à nous apprendre, parce que le chasseur sait que l'animal est un être vivant singulier, qui mérite le respect, qui suscite l'émerveillement, qu'il faut prendre le temps de chasser, c'est-à-dire de chercher, d'épier, d'attendre, d'observer, de comprendre, de connaître. La chasse, c'est d'abord la durée, tous les chasseurs le savent, c'est la patience, c'est l'attente. C'est l'incertitude. C'est l'incertitude, c'est l'aléa, c'est les jours où la chasse est bonne et ceux où elle est mauvaise. L'animal, le chasseur le sait, est une réalité vivante. Et je pense que ce qui fait aujourd'hui la vogue de ces courants que vous évoquez à l'instant, dans le déni absurde qu'ils nous proposent, si profondément anti-écologique, comme vous le disiez à l'instant, c'est peut-être aussi les excès réels sur lesquels nous devons ouvrir les yeux d'un rapport à l'animal qui s'est déshumanisé d'une certaine manière. Je crois, ce serait une chose absurde de penser que les animaux ont les mêmes droits que les humains, ou qu'ils ont un rapport au droit identique aux humains. Il faut précisément ne pas connaître l'animal pour croire que les animaux se donnent des droits entre eux. Et le plus grand antispéciste du monde, perdu au milieu de la jungle, reconnaîtra très rapidement à ses dépens que les animaux ne lui donnent pas de droits. C'est le propre de l'être humain que de construire avec l'animal une relation qui ne soit pas uniquement de la brutalité de ce rapport à une matière brute que l'on instrumentalise avec la simple exigence d'un besoin. Et de ce point de vue-là, nous avons du progrès à faire,
non pas pour respecter les droits des animaux dans un sens abstrait et conceptuel, mais pour nous reconnaître de nouveau des devoirs envers l'animal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai, on était arrivé à ce point où peut-être les travers de nos comportements nous ont conduits. Jamais, par exemple, on avait accordé aussi peu de notre budget à l'alimentation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les paysans dans notre pays, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous font vivre, sont pour beaucoup d'entre eux sous-payés et ont du mal à vivre. Et le fait que ceux qui nous font vivre aient pour beaucoup d'entre eux tant de mal à vivre est aussi le symptôme de ce que peut-être nous avons besoin de réviser notre ordre de priorité. Et c'est ça qui sans doute permettra de corriger des travers très réels dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui se sont déjà beaucoup améliorés. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture la plus exigeante au monde en termes de standards environnementaux, en termes de respect pour les animaux, mais peut-être nous pouvons travailler pour faire mieux, pour reconstruire une relation plus juste avec l'animal. Et vous me demandiez pourquoi l'idéologie antispéciste progresse. Je pense qu'elle se nourrit aussi peut-être de certains comportements qui n'ont pas toujours été ajustés, de cette manière parfois inhumaine que nous avons pu avoir collectivement, et je ne vais pas dire c'est un choix de société. C'est pas les éleveurs ou les agriculteurs, c'est la société tout entière. Pendant peut-être quelques décennies du siècle passé, au fond, a perdu le sens de ce qu'était l'animal et d'une relation authentiquement humaine à l'animal, d'une certaine manière. Et la chasse, de ce point de vue-là, est, je crois, une école, une vraie école. Vous parliez de transmission. Je crois qu'on a besoin de transmettre la chasse, non pas parce qu'une relation humaine avec l'animal représenterait le fait de ne jamais tuer les animaux, mais parce qu'au contraire, une relation authentiquement humaine à l'animal consiste à reconnaître la réalité de la vie que j'évoquais à l'instant, et la chasse, c'est ce qu'est la vie. La chasse est, de ce point de vue-là, d'une certaine manière, je le crois profondément, une école de la vie. Une école de la vie, tout à fait. Genevois disait que la chasse ne serait rien si elle n'était d'abord poésie. C'est cette poésie qu'il faut transmettre, entre autres. Voilà. J'en reviens toujours à la chasse comme justement base de départ pour aller au-delà. La chasse aujourd'hui est attaquée par un certain nombre de groupes, d'associations issus d'idéologies antispécistes, vous l'avez dit, monsieur le député. Elle est aussi attaquée par des instances européennes. Et en tant que député européen, vous maîtrisez parfaitement le sujet. Que se passe-t-il au sein des instances européennes actuellement? Ce qui se passe, c'est que d'abord l'Union européenne n'a pas de compétences pour interdire la chasse, par exemple. Ce n'est pas sa responsabilité, elle ne pourrait pas le faire. Mais ces opposants que vous évoquiez à l'instant instrumentalisent les institutions européennes de manière détournée pour pouvoir faire avancer leur agenda. On en a eu quelques exemples récents. Je prends par exemple celui de l'interdiction du plomb dans les zones humides. Nous avons eu l'occasion de voter sur un texte, et là pour le coup c'est par le biais d'une norme environnementale, en réalité en interdisant que du plomb soit disséminé dans les zones humides, on ne fait rien d'autre que compliquer l'activité de la chasse. C'est évidemment l'intention, mais la chasse n'est citée nulle part. Et donc, bien sûr, nous nous sommes battus contre cette interdiction qui n'était pas motivée d'un point de vue environnemental. Il n'y avait vraiment pas de raison. Ni environnemental, ni scientifique. Exactement. D'un point de vue effectivement scientifique, il n'y avait aucune raison de procéder à cette interdiction. Mais malheureusement, typiquement un sujet sur lequel eh bien, les opposants de la chasse utilisent les institutions européennes et ont gagné d'ailleurs leur pari, puisque malgré notre opposition déterminée, le texte a été adopté par les institutions européennes. Et donc nous, on garde notre vigilance. Je vois bien à quel point, par tous les biais possibles, on s'attaque à la chasse. Et je vous le disais à l'instant, à d'autres pratiques qui sont emblématiques de ce rapport à l'animal que l'on voudrait faire disparaître. Je pense par exemple à la corrida, on le disait à l'instant, il arrive très souvent que dans des résolutions soient insérées des attaques contre la corrida, etc. Et puis je pense à la pêche, encore une fois, je ne suis pas chasseur moi-même, mais à titre personnel, j'ai eu la chance d'apprendre à pêcher quand j'étais enfant. Vous parliez de transmission, voilà, mon grand-père m'a appris à pêcher dans les étangs du Berry, et puis ensuite je suis devenu pêcheur en naviguant en mer à la voile, et je suis rentré dans la commission de la pêche pour défendre le travail des pêcheurs professionnels,
qui nous assure une part malheureusement trop faible aujourd'hui de notre alimentation, parce que nous importons beaucoup de produits de la mer, nous sommes bien trop dépendants. Et donc je suis rentré dans cette commission pour défendre les pêcheurs qui sont très violemment attaqués. La pêche, pour le coup, est une politique européenne. Et donc le débat est très très intense au Parlement européen sur ces sujets-là. Autre initiative qui nous dessert aujourd'hui beaucoup, venant des institutions européennes, c'est la fameuse directive oiseaux, qui part d'un bon sentiment, officiellement tout au moins, protéger les espèces, les oiseaux vivant sur le continent européen, mais qui est utilisé aujourd'hui pour tuer la chasse en général, mais en particulier les chasses traditionnelles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les chasses traditionnelles, alors qu'elles prélèvent extrêmement peu et qu'elles ne sont absolument pas une cause de déclin de biodiversité, voilà. Ces chasses traditionnelles sont la cible prioritaire, principale, première des organisations anti-chasse. Voilà. Et comme il s'agit de tradition, je le relie encore une fois à la transmission, mais aussi à un combat politique et un combat idéologique, interdire, nous couper de nos racines, nous couper de notre héritage et faire disparaître un patrimoine. Ce n'est pas un hasard, j'imagine. Non, et alors là, il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. De fait, il s'agit bien de s'attaquer à une transmission. Je le redis comme professeur, la crise de la transmission est le sujet majeur de notre temps. Et au fond, ces attaques-là en font partie et en sont l'un des symptômes. Et pour le constater, rien n'est plus simple que de se pencher sur un exemple concret. Après tout, on peut philosopher, mais il faut aussi... Oui, il faut du concret toujours. Je m'intéresse beaucoup au développement de l'aquaculture, parce que je pense que nous avons des gisements extraordinaires à développer en France. On a une grande tradition de l'aquaculture, de la pisciculture marine, mais aussi en étang. Aujourd'hui, il y a un fléau qui pèse sur l'aquaculture et qui littéralement a détruit l'aquaculture dans plusieurs régions françaises, c'est le cormoran. Le cormoran est protégé au titre de la directive Habitat par l'Union européenne. La vérité, c'est que le cormoran n'est absolument plus en danger. Et comme il n'a pas de prédateur naturel et que l'homme ne le chasse plus, le cormoran, qui était un oiseau migrateur qui allait en mer la plus grande partie de l'année, a fini par se sédentariser dans les terres et détruit littéralement, y compris des espèces de poissons protégés. Détruit parce que le cormoran consomme énormément de poissons pour se nourrir et que quand vous le laissez proliférer indéfiniment, eh bien par définition, il ne laisse rien derrière lui. C'est ce qui est en train de se passer. Alors ça, évidemment, est en train d'asphyxier toute une filière économique dont, je le rappelle, nous avons besoin pour, encore une fois, regagner notre souveraineté, notre indépendance. Typiquement sur les produits de la mer, les produits de la pêche, nous sommes extraordinairement dépendants du reste du monde. Et donc, il faut absolument qu'on puisse se remettre à produire. Et de ce point de vue-là, le cormoran est une catastrophe et la chasse serait une bénédiction. Et puis, le deuxième point qui est manifeste, c'est que, au-delà de l'activité économique de l'aquaculture, eh bien, c'est toute la biodiversité qui est en danger. La biodiversité elle-même. Et on arrive à ce point de folie que vous avez des associations qui vont dans nos régions fliquer, il n'y a pas d'autre mot, jour et nuit avec de l'argent public, parce qu'ils ont des salariés qui sont payés pour cela par des subventions publiques, qui vont surveiller que aucun habitant, aucun chasseur, aucun aquaculteur n'attente de quelque manière que ce soit au cormoran qui prolifère, mais plus personne ne fait attention à des espèces de poissons menacés qui sont en train de disparaître dans nos régions en France. C'est évidemment l'aberration de cette situation qui est révélatrice du caractère idéologique de ces attaques. Personne ne s'inquiète de ce que le cormoran tue les poissons. La seule chose qui inquiète ces gens, c'est que des êtres humains puissent chasser. Et ça, pour le coup, ça leur paraîtrait être absolument scandaleux. Voilà. Cet oiseau n'a pas de prédateur et il devient donc un petit peu monopolistique et en tout cas un désastre pour la biodiversité. Est-ce que vous permettez d'ajouter un mot? On voit là encore à quel point tout ceci est idéologique. On parle de la directive oiseaux. Évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est d'une bonne intention qu'il s'agit. Nous sommes tous pour préserver la biodiversité. Et je pense qu'il est fondamental d'y être vigilant dans un moment où la biodiversité est mise en danger, y compris par nos politiques environnementales, notamment sur le plan climatique. Comment se fait-il que personne ne s'occupe du scandale des ravages que peuvent faire des éoliennes sur des oiseaux menacés, des éoliennes
à terre, des éoliennes en mer, autre sujet dont je m'occupe beaucoup. Et là encore, je le redis, pendant des années, on a, pardonnez-moi l'expression, compliqué la vie. Si on parlait comme le président de la République, on pourrait dire on a emmerdé les chasseurs et les pêcheurs en leur disant qu'il fallait respecter scrupuleusement les espèces menacées et donc prélever le moins possible, ne plus prélever certains oiseaux, certains poissons. Et on a eu raison de le faire, encore une fois. Tout à fait. Mais ensuite, comment se fait-il que toutes ces protections sautent lorsqu'il s'agit d'installer des éoliennes gigantesques qui défigurent nos paysages, qui attentent à la biodiversité en empêchant la reproduction des poissons en mer ou bien en s'en prenant aux oiseaux, et finalement qui en plus, dans un pays comme le nôtre, où on a la chance de bénéficier de l'énergie nucléaire, contribue à faire que notre mix énergétique est plus carboné. On est devant une folie absolue à tout point de vue. Je vois qu'on ait le temps de développer un peu ce point par développe, mais cette folie, et pour en revenir à ce qui génère cette folie, l'idéologie antispéciste, un des fondateurs des cahiers antispécistes voulait rééduquer les lions pour qu'ils évitent de manger des gazelles. Et sinon, envisager de faire disparaître les lions, puisqu'ils n'étaient pas conformes à l'idéologie. Encore une fois, nous avons là un dogmatisme phénoménal, qui n'est pas dangereux pour le lion d'ailleurs, mais aussi pour l'espèce humaine. Et surtout une immense ignorance, encore une fois, de ce qu'est la vie, bien sûr, de ce qu'est la nature. Voilà, Paul Sugy, qui est journaliste au Figaro, a écrit un excellent bouquin. Le projet fou des antispécistes. D'ailleurs, Paul Sugy sera ce soir invité à la soirée du Conseil international de la chasse. Il pourra d'ailleurs développer un petit peu ses thèses et ce qu'il a écrit dans son livre. Monsieur le député, une dernière question, et ensuite je sais que vous avez un programme de politique, donc extrêmement chargé, et je vous rends donc votre liberté. Si vous n'aviez, je dirais, qu'une phrase ou deux, admettons, à prononcer pour défendre la chasse, quelle serait-elle? Je dirais que nous devons, et ceci paraîtra paradoxal dans la période actuelle, mais dire notre profonde reconnaissance aux chasseurs, à ceux qui chassent, qui par là même font vivre des traditions, qui les transmettent. Notre reconnaissance parce que d'abord, c'est à eux que revient le fait de faire vivre les territoires dans lesquels ils chassent. Nous voyons bien qu'aujourd'hui la chasse est un outil de régulation indispensable, et ceux qui voudraient la faire disparaître ignorent que l'homme fait partie de l'environnement et que son travail et sa responsabilité est aussi d'en prendre soin. Ceux qui voudraient créer des zones où la nature vit toute seule en autarcie, ceux qui sont même prêts à grillager des espaces, ne savent pas qu'en réalité la nature vit avec l'homme et que l'homme contribue à cet équilibre, on en parlait à l'instant. Et puis notre reconnaissance parce qu'en réalité ils sont, au-delà de ce travail concret, ils sont aujourd'hui en première ligne dans un combat, car c'en est un combat pour la vie elle-même. Et si j'avais une seule phrase à dire pour défendre la chasse, ce serait très difficile de résumer une cause aussi importante dans peu de mots, mais je crois qu'au fond, les chasseurs sont les dépositaires du sens de la vie, avec ce qu'elle comporte, encore une fois, de beau et de tragique, avec ce qu'elle comporte de grandeur et de simplicité, avec les rituels quotidiens des jours de chasse et le caractère tellement humain des rencontres qu'ils suscitent. Il se joue dans cette simplicité-là quelque chose d'essentiel pour le combat politique qui nous attend dans ce 21e siècle, qui est, j'en suis convaincu, le combat pour le sens de la vie elle-même.